Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sabine Reynaud. Bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci voilà, de m'avoir invité. Donc Sabine, donc vous êtes institutrice. Oui. Donc dans la novlangue on dit professeur des écoles. Je Oui. crois que vous aimez pas trop ce terme. Non, je préfère institutrice. Donc institutrice. Alors vous êtes surtout membre du groupe des Gilets jaunes au rond-point du Pré d'Arène. Groupe très actif. Oui. Et vous êtes par ailleurs aussi représentante du personnel FO SNUIP, là. SNUDI. SNUDI. Pour les instituteurs. Donc vous êtes syndicaliste depuis 2-3 ans. Non, 1 an et demi. Après. 1 an et demi, voilà. Bon, voilà, donc vous êtes arrivé sur le rond-point, parce qu'on va faire une interview au rond-point. Hein. Donc vous êtes arrivé sur le rond-point en février-mars 19. Oui. Alors que l'action a commencé en décembre 18, donc, et depuis, c'est 2 jours par semaine de présence avec vos collègues. Oui. C'est quel jour en général? Le mardi et le samedi, et sauf que depuis le début de la mobilisation contre le pass sanitaire, on a décalé l'occupation du samedi au vendredi de façon à pouvoir tracter en direction de la population pour appeler à rejoindre la manifestation du samedi. Donc, Sabine, vous avez 55 ans, vous travaillez plutôt dans une école difficile. Oui. Une école où il y a des handicapés mentaux. Oui. Voilà, vous avez travaillé à Paris, dans la banlieue parisienne, dans les quartiers aussi difficiles. Oui. Vous êtes dans l'école publique, oui. Dans le quartier des Legues-Longues, mais dans la mauvaise partie du quartier de l'Aigle-Longue. Parce qu'il y a le haut de l'Aigle-Longue où nos élus dans le parc mairie aiment bien aller, mais vous êtes dans le dur, dans la partie Montasinos, dans ce quartier-là, oui. qui est le quartier difficile de Montpellier. Donc il y a 9 classes dans cette école, ça se passe plutôt mal, il y a une augmentation de la violence. Cette année. Les enfants vont pas très bien, voilà. Par contre, vous faites du vélo. Vous êtes venu en vélo, vous avez un très beau vélo, splendide, même on peut l'appeler comme ça. Mais donc vous appelez Sabine Reynaud, est-ce que vous êtes de la famille de Manu Reynaud, l'écologiste là, qui nous fait des misères? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Est-ce que vous rouliez avant à vélo? Non, mais le vélo me sert à me déplacer rapidement en ville. Après, je vais au travail en voiture. Hein, d'accord. Parce que je suis chargée, donc... Voilà. Donc vous n'avez pas acheté un vélo avec des caisses sur lesquelles vous pouvez mettre les bouquins? Non, non. Vous êtes une mauvaise Montpelliéraine. Parce qu'il ne faut circuler qu'à vélo à Montpellier. J'ai bien compris, oui. D'ailleurs, ça me fait bien enrager tous les matins, puisque ça a créé des embouteillages monstres pour aller au boulot. Parce que votre école, elle est quand même dans un coin qui est hyper méga saturé. Exactement. Le boulevard de la Justice. Exactement. Hein, oui. là, on ne peut plus passer, oui. c'est fini. Oui. Bon, qualité. Ah oui, d'abord, vous aimez le cinéma, la lecture, l'histoire sociale et les polars. Qualité déterminée, organisée, défaut bavarde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je suis pas bavarde, je parle longtemps. C'est pas être bavarde, ça. Parler longtemps, c'est pas être bavard? Non. Bah non, si c'est intéressant. Oui. Bon, oui, on peut le voir comme ça. Bon, on va commencer en transition, là on va glisser sur le numéro 947 de la Glorieuse. On revient sur les histoires de terrasses. Alors à Montpellier, dans le centre-ville, il n'y a que des terrasses. La ville est dédiée aux terrasses et la municipalité va en faire sauter quelques-unes. Donc on revient sur l'histoire des terrasses à Montpellier, passionnant. Ensuite on revient sur l'été sanitaire, mauvaise pioche. On y reviendra avec quelques questions sur le pass entre autres. Carole présidente, réalité ou fake estival. Carole Delga, c'est la présidente de la région. Hein. Vous suivez? Oui, oui, oui. Et voilà, on revient sur un monsieur sécurité. Là, on a un monsieur sécurité à Montpellier qui est très surprenant. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ses aventures dans les médias. Vous parlez du maire ou de monsieur Sébastien Cotte? Non, le troisième homme. Il s'appelle François Villette. Il a écrit un livre qui est mystérieux, qui n'est pas sorti. Mais, je ne connais pas. Mais on en a quelques bonnes pages. Bientôt.
Il invente partout, mais il est inaccessible. Voilà, et on revient aussi dans notre sujet sur les anciens Montpelliérains. On s'intéresse aussi aux anciens Montpelliérains, les gens qui sont inconnus et qui ont fait Montpellier. Sur un professeur de médecine qui s'appelait François Lamure, venu des Antilles. Voilà pour le sujet du numéro de rentrée du 18 août prochain. Donc, Sabine, votre première manif, c'était quand? C'était en décembre 2018. Manif gilet jaune, hein, s'entend. Hein. Non, Première manif. première. Vous voulez vraiment savoir ça? Ouais. Ma première manif, c'était en 1983, au moment où il y a eu le TGV à Montpellier et où on avait manifesté pour demander une salle de concert à Montpellier. Pour faire un concert de quoi? Pour qu'il y ait une salle de concert à Montpellier. Il n'y en avait pas. Ah, il n'y avait pas de salle de concert? Non. En 83? Ouais. Non, il y avait... Non, des concerts de rock. Si, il y avait des concerts là, dans les années 70 à Montpellier. Il y avait le Parc Expo. Il n'y avait pas de salle spécifique pour les concerts de rock. Il y avait le Parc Expo. Je suis allé voir en 1977 Status Quo au Parc Expo à Montpellier. Oui, mais vous voyez bien que c'est pas la même dimension. Il n'y avait pas de salle pour les groupes. Pour les grands groupes. Il n'y avait pas de pour salle les petits groupes. Pour les petits groupes. Il y a Jacques Higelin qui est passé en 78 aussi. Concert mémorable. Bon, passons les concerts. Donc, et revenons aux gilets jaunes. Le JDD là, utilise, pour parler des gilets jaunes, le terme de nébuleuse. Voilà. Alors en général, c'est réservé à des structures radicales, le terme de nébuleuse. Est-ce que ça vous dérange d'être présenté comme ça? Quand on utilise ce terme, c'est en partie pour dénigrer ceux qui en font partie. Donc ça me dérange pas plus que l'avalanche de calomnies qui ont été déversées sur les gilets jaunes par le gouvernement et par les médias. On a été traité de factieux, de feignants, d'extrême droite, etc. etc. Nébuleuse, c'est un terme négatif pour essayer de caractériser l'extrême diversité de ce mouvement, parce que je crois que c'est ça qui est important. C'est un mouvement extrêmement populaire qui a réuni des gens qui n'avaient absolument pas l'habitude de faire des choses ensemble, de discuter ensemble et de s'organiser ensemble. Est-ce qu'on peut dire que l'élite est en guerre contre le peuple? Ah, complètement, oui. Et d'ailleurs, Macron l'a déclaré l'an dernier. Nous sommes en guerre, il l'a répété plusieurs fois. Non, il a dit qu'on était en guerre contre le oui, il a dit nous sommes en guerre. Et effectivement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il ne s'agissait absolument pas d'une bataille pour protéger la population contre ce virus, mais bien d'une bataille contre la population, oui. Donc vous avez pris ça, que c'est une bataille en fait contre le peuple. Tout à fait. Pas contre la maladie. On l'a vu avec la façon dont il a traité les revendications des Gilets jaunes. Hein, ça a été traité à coup de répression extrêmement brutale, des mains arrachées, des yeux crevés, des emprisonnements fermes. Et puis là, actuellement, cette politique extrêmement répressive, elle continue. Elle a continué pendant toutes les manifestations contre la loi sécurité globale. Et elle continue également, puisque maintenant, il s'agit de licencier les travailleurs qui ne seraient pas vaccinés dans certains secteurs, soumis à l'obligation vaccinale. Donc lorsqu'on prive une partie de la population du droit de travailler, vous vous rendez bien compte que c'est une forme de guerre contre le peuple. Également une atteinte sévère, extrêmement sévère, sur toutes nos libertés et nos droits fondamentaux.
Est-ce que vous comprenez le débat sur les chiffres de présence au rassemblement, aux manifestations? Dans les manifestations Ouais, actuellement, le débat, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur minimise les chiffres, on a l'habitude, hein. Que ce soit dans les manifestations syndicales ou gilets jaunes, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur de faire ça. Maintenant, vous noterez qu'ils ont quand même été obligés de reconnaître l'augmentation de cette mobilisation semaine après semaine. Ça, ils ne peuvent pas le masquer. Et en fait, ces manifestations, c'est des manifestations contre le pass ou contre Macron? Les deux. Les deux. Je ne sais pas si vous y avez pris part, mais dans toutes les manifestations, effectivement, il y a le pass sanitaire, on n'en veut pas, liberté, et puis Macron démission. D'accord. Donc, comme le mouvement des Gilets jaunes avait démarré sur la question de la taxe carbone pour rapidement aboutir sur des revendications beaucoup plus politiques, la lutte contre les inégalités, le droit à avoir des revenus qui permettent de vivre et pas de survivre, et puis la démocratie, ce mouvement de lutte contre l'instauration du pass sanitaire, ça englobe, et c'est pour ça que c'est extrêmement divers, la composition des manifestants, ça englobe le ras-le-bol, la colère de la population qui se rend compte de tous les mensonges qui ont été assénés par le gouvernement, particulièrement depuis ce fameux début d'épidémie, hein, sur la question des masques, sur la question des tests, maintenant sur la question des vaccins, et on se rend bien tous compte que la loi séparatisme, les décrets sur le fichage, la loi sécurité globale, c'est pas le Covid. C'est pas pour combattre le Covid. Surtout, on se rend compte que les fermetures de lits continuent, que les suppressions de postes à l'hôpital continuent. Ça aide pas à lutter contre le Covid, tout ça. Vous n'avez pas eu l'impression que vous avez été un peu pris de haut par le président de la République, le président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, là, qui c'est la preuve qu'ils vous accordent aucun crédit, quoi. Alors moi, je dirais que c'est surtout la preuve de leur affaiblissement, parce que pour oser s'en prendre de cette façon aux manifestants, en les traitant d'obscurantistes, de complotistes, d'anti-vax, c'est la même méthode que celle qu'on a connue avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire chercher à salir ceux qui s'opposent au gouvernement. Véran qui, suite à une assemblée générale de soignants, je crois à Aix-en-Provence, qui se permet de déclarer vient le temps où ces personnels n'auront plus le loisir de faire grève, comme si la grève était un loisir. Je pense au contraire que c'est la marque qui sont aux abois. Il y a des erreurs de langage. Non, je pense qu'ils cherchent à diviser la population, ils cherchent à terroriser la population. Et comme ça ne marche pas et qu'ils n'ont rien d'autre dans leur baluchon, ils continuent sur cette voie-là parce qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Et quelle suite peut-il y avoir au niveau des suites sociales ou politiques À ce mouvement ? Oui. Le mouvement est en train de s'amplifier. On est à 2 semaines de la rentrée. Il y a eu des tas de prises de position syndicales dans toute la France, avec parfois des cortèges dans lesquels figurent des organisations syndicales en tant que telles. De mémoire, il y a eu la CGT, FO, Sud. Alors ici, dans le 34, je dois dire que c'est un silence assez assourdissant. Cependant, jeudi matin, il y avait la CGT du centre hospitalier de Sète qui a lancé un appel à la grève illimitée.
et j'y étais pour les soutenir. Et donc c'est une première dans le département qu'il y ait un mouvement de grève chez les soignants. Et donc il y avait un discours très, très intéressant de la représentante des personnels qui disait on n'est pas du tout contre la vaccination, mais on est contre l'obligation vaccinale. Nous les soignants qui avons été obligés de travailler sans protection, même malades, nous qui sommes une fraction de la population la plus vaccinée et on nous suspecte de contaminer nos patients, nous refusons cela. Alors, voilà, il y a eu beaucoup d'abstention aux dernières élections régionales, départementales, municipales, ça ne vous a pas échappé. Hein. Donc on a parlé d'une crise de la démocratie. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux d'évoquer une crise de la représentativité? Parce que, on va dire que 80% entre 80 et 90% du personnel politique penche pour une vaccination presque obligatoire. C'est le cas des partis effectivement qui sont à l'Assemblée nationale. Hein, voilà, 90% de l'Assemblée nationale prône une espèce de vaccination obligatoire. Quel est votre regard là-dessus par rapport à cette représentation politique? Alors moi, je suis contre cette vaccination obligatoire, ce qui est totalement différent de dire contre la vaccination. Non, c'est pas du tout ça. La vaccination, et cette vaccination en particulier, elle doit faire l'objet, comme n'importe quel autre soin, d'un entretien et d'un accord entre le praticien et le patient, qui décident ensemble en fonction de la situation personnelle du patient, de la balance entre les bénéfices et les risques, et qui prennent la décision en conformité avec la volonté du patient. Ça ne doit pas être les politiques qui décident de ça. C'est quoi pour vous un bon élu en 2021? Un bon élu, je crois qu'ils sont tous très mal élus. Les résultats aux dernières élections pas le montrent. Un homme bien élu ou une femme bien élue, un bon élu. Pour vous, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quelle devrait être sa mission? Sa mission, ça devrait être d'écouter les revendications de ses administrés. Ça devrait être de protéger les services publics. Ça devrait être de s'opposer aux privatisations, ça devrait être de défendre les petites communes, les territoires, ça devrait être de défendre les droits des personnels qui l'emploient. Ça devrait être ça, un bon élu. Et pourquoi vous avez rejoint les Gilets jaunes? Pourquoi j'ai rejoint les Gilets jaunes? Parce que c'est un soulèvement spontané qui avait des revendications que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on veut en tant que population que nos avis, nos revendications soient entendues, ce qui n'est absolument pas le cas. Et moi, je fais partie de la population et donc de façon tout à fait naturelle, j'ai voulu d'abord commencer à manifester dans les manifestations qui avaient lieu le samedi, et puis ça ne m'a pas suffi. J'ai voulu contribuer de façon plus active à l'organisation de ce mouvement. C'est comme ça que je suis allée sur le rond-point. D'accord. Et vous y allez toutes les semaines? Alors, toutes les semaines, il y a les 2 occupations de rond-point, puis il y a notre AG hebdomadaire. Et puis, il y a ce qu'on fait aussi en plus, c'est-à-dire qu'on a on a fait partie de l'organisation de 2 assemblées régionales des Gilets jaunes, une en septembre 2020 et une en mai 2021. Donc on participe à cette organisation parce que on pense que on a besoin de s'organiser, de se mettre d'accord
de discuter parce qu'on est un mouvement très divers. Et donc, on n'est pas d'accord sur tout. Mais par contre, il faut qu'on réussisse à obtenir des victoires. Ce qui caractérisait ce mouvement, c'est le rejet de la classe politique et effectivement le rejet des organisations syndicales. Mais ça fait 2 ans et demi que ça dure et vous noterez que moi je suis syndicaliste que depuis 1 an et demi. Donc j'ai rejoint un syndicat à partir du moment où j'ai compris que ce rejet des organisations syndicales, il fallait faire le tri entre les directions syndicales et les militants syndicalistes sur le terrain, qui eux se battent pour défendre les personnels. Parce qu'on a eu l'impression que les Gilets jaunes, c'était un petit peu le chant du cygne du syndicalisme. C'est-à-dire que le syndicalisme, ça fonctionne à la mairie, dans les gros trucs, dans les trucs un peu institutionnalisés, les services publics. Bon, dans le service privé, il y en a très peu de syndicats. Et pourtant, dans les entreprises, c'est les organisations syndicales aussi qui permettent aux travailleurs de se défendre. Oui, je sais, mais enfin bon, on n'entend pas beaucoup parler, quoi. Ils sont un peu verrouillés. On n'entend pas beaucoup parler, mais pourtant c'est là. D'accord. On a l'impression que c'est aussi dans ce mouvement-là, ce mouvement cet été, là, sur les vaccins, sur les antipasses, on va dire, on a l'impression que c'est la société civile aussi qui a repris la main. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a plus de syndicats. Tout à fait. Les gilets jaunes, ils ont quitté leur gilet, ils sont restés sur les ronds-points avec leur gilet, mais ils enlèvent leur gilet pour aller manifester. Non, pas forcément. Non. Il y a des gilets jaunes dans les manifestations. Et notamment des gilets jaunes qui s'étaient un petit peu écartés de la mobilisation et qui reviennent. Effectivement, il n'y a pas d'organisation syndicale en tant que telle, en tout cas à Montpellier, ici, mais il y a des tas de syndicalistes qui sont dans les manifestations. Oui. D'accord. Donc c'est un peu le... C'est la population, effectivement. C'est le peuple. Oui, tout à fait. Contre les élites. Tout à fait. Et surtout contre le gouvernement. J'ai remarqué une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces manifestations. Énormément, oui. Comment vous expliquez ça? Comment j'explique ça? Eh bien, vous savez que les femmes font partie des travailleurs les plus précaires, bien souvent, qu'elles ont des revenus bien plus faibles que ceux des hommes. Et donc, spontanément, elles ont fait partie du gros des gilets jaunes. Et tout aussi spontanément, elles se retrouvent sur la question des libertés. Et puis, il y a également la question de la vaccination de la jeunesse, qui est en train d'être instaurée. Et donc, là encore, elles ne sont pas contre la vaccination, elles sont contre l'obligation de la vaccination. Est-ce que vous êtes soutenu un petit peu par les partis dits progressistes, comme le PS ou les Verts? Absolument pas. Non, il y a plutôt une campagne actuellement de dénigrement des manifestants en essayant d'insuffler sur tous les tons, sur tous les réseaux, qu'il s'agit que nous sommes des militants d'extrême droite, que nous sommes des complotistes, que nous sommes des obscurantistes, que nous ne comprenons rien, etc. La Gazette de Montpellier a fait un article là, sur Denis Agré, que vous avez pu voir, là, qui était quand même un peu limite. Ensuite, il y a eu un article là, sur un autre de vos militants, là, voilà, pour le discréditer. Qu'en est-il ? On le disait tout à l'heure, dans ces manifestations, c'est la population. Et dans la population, c'est extrêmement divers. Donc, effectivement, dans ces manifestations, il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui sont non vaccinés, il y a des gens qui ont des opinions politiques, il y a des gens qui ont des convictions religieuses. C'est extrêmement divers. Et ce qui nous unit, c'est d'avoir compris de façon très instinctive et rapide que c'était
en quelque sorte un coup de vis supplémentaire sur nos libertés. Et là, c'est la dose de trop, on va dire. Comme pour les gilets jaunes, ça passe pas. Ce passe ne passe pas. D'accord. Et vous qui êtes un peu dans le circuit là, depuis quelques années, là, depuis quand avez-vous ressenti cet éloignement des citoyens pour la politique? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est une lame de fond hein, qui a atteint un petit peu son apogée lors des dernières élections. Hein, lorsque vous parliez du taux d'abstention totalement énorme. Enfin, moi, je me souviens du traité européen hein, où la population française avait dit non et où finalement eh ben, on s'est assis sur le résultat du référendum. Je pense que ça, c'est un espèce de point de départ hein, de ce désaveu, de ce rejet, de l'absence de confiance. On parle de quoi sur les... Bon, j'imagine qu'on boit un peu de pastis sur le rond-point de Balavas. Pas du tout. On boit pas de jaune, on boit pas de jaune, de petits jaunes. Ça nous arrive, mais honnêtement, vous savez, pour tracter 2 jours par semaine, dans le froid, sous la pluie, sous le cagnard, faut être solide, faut être déterminé, faut être courageux. Et non, bon, ça rigole pas. Ça passe pas par le pastis. On parle de quoi? Ça rigole, bien sûr que si, ça rigole. On parle de quoi? On parle de qu'est-ce qu'on va mettre dans le prochain tract. On parle de qui c'est qui a les banderoles, quelle prochaine banderole on va imaginer. On parle on prend des nouvelles de tel copain qu'on n'a pas vu depuis un moment, est-ce qu'il va bien, on parle des soucis des uns et des autres, on parle avec la population à qui on tracte. D'accord. Parce qu'au départ, les Gilets jaunes, le sujet c'était les taxes, le pouvoir d'achat, oui. Ça ne vous a pas échappé. Maintenant, on a glissé sur le pass sanitaire, la liberté et Macron démission. Ça y était déjà. Hein. Macron démission, c'est nous. Ah, ça y était. Ah, ouais. Macron démission, c'est nous. D'accord. Donc il y a toujours Macron démission. Et vous avez remarqué que dans les manifestations, en tout cas à Montpellier, le chant des Gilets jaunes est repris pendant des minutes extrêmement longues à l'unisson par toute la population. C'est quoi le chant des On est là. Gilets jaunes? Comment? On est là. Vous pouvez nous chanter? Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît, bon. Alors vous ne chantez pas. Non. Autre chose. Avez-vous des choses ou entendu des choses révélatrices sur les raisons d'être là et d'agir et de se mobiliser? D'autres raisons pour se mobiliser? Alors, vous me parlez du lien entre les revendications des Gilets jaunes et la mobilisation actuelle, c'est la question des libertés. C'est la question des libertés. Mais avant, on était dans des pouvoirs d'achat, on est passé sur les libertés vaccinales. Bien pas avant, le même registre. Bien avant, on était passé sur la question des libertés. La question de la démocratie, ça fait 2 ans qu'elle est au cœur des revendications des Gilets jaunes. Mais la démocratie, c'est autre chose. C'est pouvoir d'achat. C'est la question des libertés. Passe sanitaire, démocratie, liberté. Oui. C'est des concepts un peu... Quand il y a un concept qui arrive, vous le prenez. Non, c'est nos revendications qui nous amènent à les unifier au sein d'un concept. Bon, il y a quelques jours, là, il y a eu... c'est tombé la limitation à 30 km/h là, dans Montpellier. Ça vous a pas échappé? Un petit peu. Je dois vous dire que je suis un petit peu concentrée sur ce qui se passe actuellement. Et donc... Bon, ça a été beaucoup critiqué. Vous avez un regard là-dessus? Non, pas particulièrement. Vous en foutez? Non, ça fait pas partie de mes préoccupations 30 actuelles. 30 km/h, c'est l'escargot, quoi. Pour traverser la ville, il va falloir le mettre 3 jours. Ouais, enfin, ceci dit, avec les embouteillages, c'est escargot aussi. Hein. Bon. Voilà. Bon.
Est-ce que certaines pratiques au niveau des Gilets jaunes vous ont choqué? Vous parlez de quoi? Certaines violences, en fin de manifestation, il y a 1 an, 2 ans, enfin, dans la période un peu tendue. Ça s'est un peu relâché. La violence, elle est venue du gouvernement. C'est le gouvernement qui a mis en place des dispositifs extrêmement répressifs face à ces manifestations. Et c'est ces dispositifs qui engendrent la violence. On l'a très bien vu au fil des manifestations le samedi. Les manifestations où le dispositif policier était en retrait se sont toujours bien passées. Les manifestations où le dispositif policier venait au contact, effectivement, il y avait de la violence de part et d'autre. Vous avez été gilet jaune sous Philippe Sorel à Montpellier, sous Michael Delafosse. Les choses ont changé ou c'est un peu kiff-kiff? Alors, drôle de question. C'est pire. Ah, c'est pire? C'est pire. Ah d'accord, carrément. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Écoutez, moi je travaille dans des écoles, j'ai vu ce Pourtant, Michael Delafosse est un maire qui protège, donc il protège les gilets jaunes aussi, non? Il ne protège pas les ATSEM et les agents territoriaux qui travaillent dans les écoles, hein, puisqu'il a restreint leur droit de grève. Ah oui, on en a parlé. Et oui, il impose aux ATSEM l'application de la loi du SOT, alors que ces personnels travaillent déjà 9h45 par jour. Il leur impose un quart d'heure supplémentaire et, cerise sur le gâteau, enfin pour lui, hein, il en profite pour leur demander de faire, vous savez, le temps périscolaire après l'école, qui jusqu'à présent était effectué par des animateurs. Et donc là maintenant, il demande aux ATSEM d'effectuer ce temps-là en plus, ce qui lui permet de réduire les effectifs d'animateurs. Et c'est payé tout ça quand même? Ah ben non, c'est sans augmentation de salaire hein, pour les ATSEM. Hein. Mais c'est de l'esclavage. C'est vous qui le dites. Incroyable, ça fait combien de temps de travail en plus? C'est au-delà, elles ont calculé que certaines semaines, elles seraient à 47 heures de travail. D'accord. Au lieu de? Normalement, c'est 39 heures. Hein. 39, ouais. D'accord. Ok. Donc vous êtes instit, madame. Donc le Covid a eu, on a parlé tout à l'heure un peu dans la présentation, est-ce que ça a eu une incidence pour les enfants? Vous m'avez dit qu'ils étaient un peu plus violents. Vous pouvez m'en parler? Alors, je vais vous dire que ce qui a une incidence sur les enfants, c'est d'abord le manque d'enseignants, notamment les enseignants spécialisés dans les réseaux d'aide pour les enfants en difficulté. C'est le manque de moyens donnés à l'école publique. Et ça, c'était avant le Covid. Et la crise sanitaire, en fait, a accéléré la pénurie de moyens, la désorganisation de l'école. Et comme on est en lien avec les services de soins, hein, puisqu'il y a des enfants qui ont besoin d'orthophonie, de psychomotricité, de soins psychologiques, etc. Et qu'eux-mêmes manquent de moyens avant Covid et ont souffert d'encore plus de pénurie depuis la crise sanitaire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, avant l'apparition de l'épidémie, certains enfants étaient en liste d'attente pour des soins ou des places en établissement spécialisé pendant 1 an, 2 ans. Et bien maintenant, ces délais se sont encore allongés. Et le premier confinement, a produit énormément de dégâts sur le plan des apprentissages, mais plus scolaires, mais également sur le plan des habitudes de scolarisation des enfants, notamment la question de la séparation avec les familles. Hein, c'est devenu très compliqué après des mois et des mois sans école. Également une dégradation des relations avec les parents qui ont été soumis, comme nous les enseignants, à des règles qui changeaient
de façon extrêmement soudaine. Mais concrètement, là, par exemple, est-ce que vous avez quelque chose à me dire là, sur une situation qui n'avait pas lieu avant et qui se passe actuellement dans l'éducation nationale avec des enfants qui sont un peu en difficulté, des enfants un peu perdus? Est-ce que vous avez un exemple? C'est-à-dire que la dégradation des conditions de vie de la population, évidemment, impacte l'état des enfants. Et donc, nous, c'est ce qu'on voit à l'école, c'est-à-dire qu'on voit des familles de plus en plus précarisées, en grande difficulté financière, sociale, familiale, que toutes les structures auxquelles nous, écoles, nous faisons appel, soit en interne, soit en externe, pour aider les familles, sont surchargées. Et donc, les aides, les prises en charge ne se font pas, ou bien se font dans des délais tellement longs que la situation périclite. Et donc, on a les enfants les plus fragiles sont dans des états catastrophiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants en détresse? Défendre l'école publique, aider les enseignants lorsqu'ils demandent des moyens, aider les personnels des structures médico-sociales lorsqu'ils demandent également des moyens, aider les hôpitaux. Il faut se mettre tous ensemble pour restaurer la qualité de tous ces services publics. Voilà, on termine normalement l'entretien par une question chapeau, mais là j'ai pas le chapeau. Donc je vais poser la question et vous la sortirez pas du chapeau, exceptionnellement. Donc voilà, je voudrais votre regard sur un gouvernement qui impose un vaccin, en n'imposant pas un vaccin obligatoire aujourd'hui. Il n'impose pas le vaccin obligatoire, mais impose le pass sanitaire dans quasiment toutes les actions de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une situation un peu de duplicité là? Totalement, c'est une obligation déguisée. C'est une obligation déguisée. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus le droit d'accéder à l'hôpital si votre cas n'est pas urgent. Ça sera laissé à l'appréciation des soignants ou bien des vigiles. Comment des vigiles pourront déterminer le degré d'importance de votre soin? Les enfants, les collégiens et les lycéens ne pourront plus accéder aux activités sportives, aux sorties, et puis pire que ça, ils ne pourront même plus accéder à leur classe en face de leurs enseignants à partir du moment où il y aura un cas de Covid déclaré. Donc c'est l'accès aux soins pour tous, l'accès à l'éducation pour tous qui sont entravés, et puis il y a le droit de travailler. Toutes ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, qui s'exposent au risque d'être licenciées ou déplacées de poste. Et puis, il y a l'accès à la culture, aux loisirs. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde de contrôle numérique de l'ensemble de la population? On parlait au début de l'entretien de la guerre contre le peuple. Oui, ça c'est un aspect de la guerre contre le peuple. Donc si le gouvernement avait dit voilà, j'impose un vaccin obligatoire, ça aurait été mieux? Certainement pas. Certainement pas. Parce que là, il y a un phénomène de duplicité où le vaccin n'est pas obligatoire, par contre le pass sanitaire est presque obligatoire dans toutes les actions de la vie. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas aller au cinéma. Vous voyez bien à quel point ça pèse sur toute une partie des personnes qui vont se faire vacciner, contraints et forcés. Certains sont en larmes, certains sont terrorisés parce que ils sont obligés ils se sentent obligés pour ne pas perdre leur travail. Vous êtes fait vacciner? Ça c'est personnel, je n'y répondrai pas. Bon, ben on va terminer ça là-dessus. C'est une bonne soirée. Merci beaucoup.